Donc moi, je vais parler de l'astronomie photonique. L'astronomie photonique, c'est un bien grand mot pour juste dire qu'en fait, on regarde le ciel, tout simplement, avec nos yeux et avec des instruments un petit peu plus performants que nos yeux, qu'on appelle des lunettes, des télescopes, voilà, que je vais un petit peu décrire. L'astronomie photonique, c'est donc l'astronomie depuis le début des temps, et on va le voir, qui est encore quelque chose de fondamental aujourd'hui pour comprendre les phénomènes célestes. Alors, hier, vous avez eu une excellente introduction par Peter von Balmos des multimessagers, la nouvelle astronomie en fait, qui utilise les différents messagers, les différents vecteurs d'information. Il y a donc le photon, mais il y en a d'autres. Il a parlé, et vous allez entendre parler demain des météorites, vous allez ensuite entendre parler des rayons cosmiques, des neutrinos et des ondes gravitationnelles. Donc moi, je vais aujourd'hui me concentrer sur le photon, même si vous verrez qu'à un moment donné, je vous parlerai un tout petit peu des connexions entre photons et autres vecteurs d'information. Voilà, tout commence avec l'œil. L'œil, c'est un instrument assez formidable. Il faut s'en rappeler parce que vous arrivez quand même à voir de façon très nette, avec ou sans lunettes, mais de façon nette, quand il y a beaucoup de lumière sur la plage, par exemple, ou sur la neige, quand il y a beaucoup de réverbération. Et en même temps, vous arrivez aussi à voir des objets qui sont très très lointains, par exemple, la galaxie Andromède, 2 millions d'années-lumière, le photon met 2 millions d'années pour venir de la galaxie jusqu'à nous, eh bien vous arrivez à le voir avec votre petit œil. Essayez de photographier la galaxie Andromède avec votre smartphone, aussi smart soit-il, vous verrez que vous n'arriverez pas à photographier la galaxie d'Andromède comme cela avec votre smartphone. L'œil est donc un instrument vraiment formidable. Donc là, vous avez évidemment le cristallin, vous avez ici la rétine. Alors aujourd'hui, je me mets à nu. Bruno a peur. Voici ici mon œil. C'est vraiment mon œil, puisque j'ai demandé à mon ophtalmo de me donner l'image de mon œil. Donc là, vous avez ici le nerf optique, en fait. Et puis la fovea, la macula, qui se trouve ici. Donc ça, c'est la rétine. C'est ma rétine, en fait. Donc cet instrument fabuleux, il nous permet de voir le jour, la nuit. En fait, la nuit, quand vous regardez, si vous allez à la ferme des étoiles et vous observez les étoiles, vous allez en fait utiliser, non pas les cônes que vous utilisez principalement quand il y a beaucoup de lumière, mais les bâtonnets qui vous donnent une image non pas en couleur, mais en noir et blanc, mais qui sont par contre beaucoup plus sensibles à l'obscurité. Et ces bâtonnets, comme ils vous donnent une couleur en noir et blanc et pas en couleur, c'est pour ça qu'on dit que la nuit, tous les chats sont gris. Et les bâtonnets sont sur le pourtour, donc ça vous donne une vision dite périphérique, grâce à cet organe dans votre œil. Alors l'astronomie, elle est très très ancienne, vous le savez, ça c'est une représentation des Pléiades en Mésopotamie, ça c'est l'alignement, enfin on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Est-ce que c'est quelque chose de rituel, de religieux, lié au ciel probablement? Ça c'est Stonehenge, donc en Royaume-Uni. Ça c'est Chichen Itza, c'est le Caracol. C'est probablement un observatoire au Mexique, Yucatan. Donc ces trois images sont juste pour vous montrer que l'astronomie c'est très ancien, probablement plus ancien que ce qu'on ne sait, puisque les premiers... probablement que les australopithèques regardaient déjà les lumières qu'il y avait dans le ciel. Les hommes préhistoriques regardaient les lumières qu'il y avait dans le ciel. Ça paraît assez évident. Alors évidemment, ils ne faisaient pas d'astronomie. Encore qu'on peut essayer de savoir où se trouve la limite entre juste regarder le ciel et faire de l'astronomie. L'astronomie, c'est quand on mesure quelque chose dans le ciel. La Terre est au centre de l'univers. C'est normal. La Terre, c'est lourd, donc tout tombe vers la Terre. Tout ce qu'il y a autour de la Terre tombe vers la Terre. Donc la Terre ne peut être qu'au centre de l'univers. La Terre étant lourde, elle ne peut pas bouger. Elle est forcément immobile au centre de l'univers. La Terre, c'est un monde, on le sait, imparfait, un monde changeant, il se passe plein de choses. C'est le monde qu'on appelle sublunaire. Autour de la Terre se trouve
la Lune, une sphère de cristal parfaite. Ensuite, vous avez les planètes Mercure et Vénus. Puis vous avez le Soleil, qui est un astre parmi les autres. Puis vous avez Mars, Jupiter, Saturne, et tout le reste, c'est la sphère des fixes, des étoiles éternelles. Tout ce monde-là, de la Lune jusqu'aux étoiles, est le monde dit supralunaire. C'est un monde parfait, un monde éternel où rien ne bouge, où rien ne change. Ça, c'est la vision aristotélicienne, qui est ensuite vulgarisée, pourrait-on dire, par Ptolémée, en tout cas transmise par Ptolémée. Et c'est la vision qui, dans le monde occidental, va rester la référence jusqu'au milieu du XVIe siècle. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de ce que les hommes, au moins dans l'Occident, voient dans le ciel jusqu'au XVIe siècle. Ils ont ça à l'esprit. Les choses qui bougent, c'est uniquement sur Terre. Dès que vous sortez à partir de l'orbite de la Lune, plus rien ne bouge. Tout est éternel. Pourtant, en l'an 1006, en avril 1006, il y a une étoile dite invitée qui apparaît dans le ciel. Cette étoile dite invitée, elle n'apparaît pas comme ça de façon fugace pendant une nuit. Elle reste visible en plein jour, donc elle est très brillante, et elle reste visible pendant 2 ans. Sa luminosité augmente, devient visible en plein jour, et ensuite elle s'atténue peu à peu, mais en gros elle reste visible pendant 2 ans. On ne peut pas la rater. Mais une étoile invitée dans le monde occidental, ça n'existe pas, puisque le ciel est éternel, immuable. Donc ceux qui ont repéré cette étoile, ce ne sont pas les Occidentaux, c'est les Chinois. Eux, ils ont vu cette étoile arriver dans le ciel, ils ont même mesuré sa luminosité, comment elle augmentait, comment elle diminuait pendant 2 ans. Bon, puis après, plus rien. Ça, c'était en 1006. Pof, 1054. En 1054, dans la constellation du Taureau, une autre étoile invitée. Les Chinois, certains qui avaient déjà vu d'ailleurs celle de 1006, recommencent à marquer la courbe de lumière, l'augmentation de luminosité. De nouveau, visible en plein jour pendant 23 jours, ça veut dire bien plus brillante que Vénus. Vous la voyez, Vénus, le soir, en ce moment. Bien plus brillante que Vénus, là, pendant 23 jours, puis sa luminosité décroît pendant, en gros, 2 ans. Donc, noté par les Chinois, dans le monde arabe aussi. Par contre, dans le monde occidental, il y a peut-être quelques écrits, mais on n'est pas complètement sûr. En tout cas, il n'y a rien de clair. C'est normal. Le ciel ne bouge pas. Donc on ne peut pas avoir une étoile invitée si le ciel est éternel et immuable. Alors les choses vont commencer à changer un tout petit peu quand un chanoine polonais se met à imaginer comme hypothèse de travail, mais sans aucune preuve, ni d'ailleurs sans lui-même dire que c'est vrai, imagine que finalement, ce serait peut-être plus simple de mettre le Soleil au centre. Ça simplifie beaucoup les choses. À ce moment-là, il y a Mercure, Vénus, la Terre, la Lune qui tourne autour de la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles. Et tout ça, ça simplifie beaucoup les calculs. Ça simplifie beaucoup la représentation qu'on se fait de notre système solaire et donc de notre univers. Parce qu'à l'époque, le système solaire, c'était tout l'univers. Donc ça, c'est le modèle de Copernic, qu'il écrit dans le De Revolutionibus Orbium Celestium sur son lit de mort, 1543. Vous voyez qu'on est loin des étoiles invitées, hein, on a passé 5 siècles. 1543, ça commence à bouger un petit peu, le livre diffuse dans le monde occidental, ce qui permet à certains de commencer à dire que finalement, la Terre, c'est une planète, à côté du Soleil, les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est des étoiles comme le Soleil. Et autour de ces étoiles-là, il va y avoir des planètes. Et autour de ces planètes,
sur ces planètes, il y aura de la vie. Comment Dieu aurait pu imaginer un monde où il n'y ait que le Soleil, la Terre, avec de la vie dessus? C'est pas possible. Dieu est plus grand que ça, donc il a imaginé un monde où il y ait plein d'étoiles, plein de planètes autour de ces étoiles et de la vie sur ces planètes. Alors on lui a dit, Giordano, ça serait bien que tu le penses, ça, si tu veux, mais tu ne l'écris pas. Et surtout, tu ne le dis pas trop fort. Et lui, il a dit, mais si, ces étoiles qu'on voit là, ce sont des étoiles comme le Soleil, il y a des planètes autour, il y a de la vie sur ces planètes. Bon, Giordano Bruno, il a fini brûlé par l'Inquisition sur le bûcher en 1600 sur la place Campio di Fiori à Rome. Ah, ça c'était le monde occidental à l'époque. Il y a des choses qu'il fallait dire pas trop fort. Mais bon, ça montrait quand même qu'il y avait des choses qui bougeaient. Et alors là, maintenant je vais vous parler du premier observatoire, je pourrais dire moderne, qui est construit dans le monde occidental, dirigé par un despote, avec une armée de stagiaires et de postdocs. Il s'appelle Tycho Brahe. Et vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant sur cette représentation parce que Tycho Brahe est beaucoup plus grand que les stagiaires. Vous voyez, c'est vraiment le... Et Tycho Brahe, il est sur un quart de cercle qui permet de mesurer des positions d'étoiles et de planètes. Tycho Brahe avait donc un observatoire sur une île, l'île de Venne, qui s'appelait Uraniborg. Uraniborg, Uranie pour le ciel. Et il faisait des observations sans aucun instrument d'optique. Il n'y avait aucune lunette, aucun télescope. Ça, ce n'était pas inventé encore. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait des quarts de cercle, il avait des sphères armillaires, il avait des sortes de sextants, mais grands, tout était grand. Et du coup, il arrivait à faire des mesures hyper précises à la minute d'arc près. La minute d'arc, je ne sais pas si ça vous parle, la Lune, ça fait 30 minutes d'arc. Donc repérer de façon absolue la position de chaque astre, de chaque étoile à la minute d'arc, c'est-à-dire 1/30 de pleine Lune, sans aucune lunette, sans aucun télescope, c'est un travail de titan. Tycho Brahe était un titan, il était aidé par beaucoup de gens, et il a réussi à récolter des observations comme ça. Il ne faisait pas que ça, il mangeait beaucoup aussi, il se battait en duel, il a perdu son nez comme ça en se battant en duel, donc il ne faisait pas que de l'astronomie, mais il adorait ça, et il a récolté énormément d'observations, de positions d'astres, dont beaucoup ont été perdus, parce qu'à la fin, le roi a changé au Danemark, il était un peu plus en disgrâce. Il a détruit tous ses instruments, il ne voulait pas qu'on les récupère. Il y a une mission en fait française qui a été en récupérer certains, mais il n'y en avait déjà plus beaucoup. Et toutes les observations qu'il a eues, par chance, certaines ont été récupérées par quelqu'un dont je parlerai juste après. Tycho Brahe a aussi eu la chance de voir une étoile invitée. Dans Cassiopée, vous voyez le I là? Le I, c'est pour Nova Stella, une nouvelle étoile. Il l'a vue en 1572, pareil que les deux premières, visible pendant 15 mois. Il a aussi eu la chance de voir une comète. Alors, une nouvelle étoile qui apparaît et une comète qui passe, ça commence à faire un peu beaucoup pour un ciel qui normalement est immuable, qui ne doit pas changer. Il y avait des débats à l'époque pour savoir si la comète n'était pas un phénomène atmosphérique. C'est un peu plus compliqué de dire que l'étoile est un phénomène atmosphérique parce qu'elle ne bouge pas pendant longtemps. La comète, elle bouge un peu plus vite. Elle bouge, puisqu'elle tourne autour du Soleil. Donc il fait non seulement des observations précises de position de planètes et d'étoiles, mais en plus, il voit une étoile qui apparaît dans le ciel et il voit une comète qui passe dans le ciel. Une comète, ça met plusieurs mois à passer. Donc vous pouvez faire plein d'observations sur la trajectoire de la comète. Une autre étoile invitée, c'est bizarre comme les étoiles invitées arrivent par paire. 1604, donc une trentaine d'années après la précédente, Stella Nova, dans le pied d'Ophiuchus, ici, là, c'est marqué N,
dans le pied d'Ophiuchus. Vous voyez le pied ici. Celle-là, elle est observée par Johannes Kepler. Johannes Kepler, c'est justement la personne que j'ai mentionné tout à l'heure en vous disant que quelqu'un a récupéré des observations de Tycho Brahe. Donc Tycho Brahe, comme Kepler, ont vu une supernova dans leur vie. Supernova, c'est-à-dire l'étoile invitée, dont je parlerai tout à l'heure. Kepler, ce n'est pas un observateur du tout. Kepler, il adorait faire des calculs. Il calculait tout le temps en fait. Et lui, il avait dans l'idée que l'univers était quelque chose de géométriquement bien construit. Les cercles, ce n'était même pas suffisant pour lui. Il lui fallait plutôt des modèles, soit de parallélépipèdes ou de tétraèdres ou même de dodécaèdres. Il aurait bien voulu que les planètes se déplacent suivant des dodécaèdres. Et donc, il construisait des modèles compliqués pour voir comment des modèles géométriques pouvaient s'encastrer les uns dans les autres. Et il faisait des calculs, il a fait des calculs pendant des dizaines d'années. Et puis, ça ne marchait pas, en fait. Et puis, à un moment donné, en utilisant le mouvement de Mars, et en regardant la trajectoire de Mars, il s'est rendu compte qu'il y a, à son grand désarroi, parce que ça ne lui plaisait pas du tout, il s'est rendu compte qu'il y a une forme d'orbite qui fonctionnait mieux, et même bien, c'était cette forme elliptique. Et donc, à son grand désarroi, il en est venu à se dire que peut-être que les orbites n'étaient pas dodécaédriques, mais elliptiques. Et le Soleil était l'un des foyers de cette orbite. Et alors, ce n'est pas facile à prouver parce que nous-mêmes, nous sommes sur une orbite elliptique, la Terre, mais qui est en fait très circulaire et juste un petit peu décalée. Donc le centre n'est pas sur le Soleil, mais c'est un foyer qui est sur le Soleil. Alors, il montre aussi la loi des airs. Donc les planètes ici se accélèrent quand elles passent à côté du Soleil. Et il montre aussi qu'il y a un rapport entre la période orbitale et la distance au Soleil des planètes, et que ce rapport est le même pour toutes les planètes du système solaire, puisqu'il ne dépend que de la masse du Soleil. Donc si vous avez ce rapport, si vous l'avez calculé pour une planète, comme pour la Terre par exemple, vous pouvez l'utiliser pour les autres planètes. Donc tout ça, il le montre grâce à des calculs qui durent 10 ans. Alors il y a des anecdotes où il fait des calculs, et à un moment donné, il se trompe en bas d'une page, il recopie mal sur le haut de la page suivante. Et donc, en fait, il devrait se tromper sur la suite. Et puis, quelques années après, il reprend ce calcul-là, puis il fait une erreur qui compense quasiment complètement la première, et donc il retombe sur ses pieds. Donc, il faut toujours faire 2 erreurs, jamais une, mais deux erreurs. Ça marche mieux comme ça. Donc, Kepler, c'était un génie de mathématiques. Autant Tycho Brahe était un génie de l'observation, Kepler était un génie du calcul. Tout ça, c'était sans aucun instrument optique, juste des instruments de visée, pour pointer, mais pas d'instrument optique. Au début du XVIIe siècle apparaissent les premières lunettes qui en fait sont inventées en Hollande, d'une qualité bien plus médiocre que la paire de jumelles la moins chère que vous pourriez acheter dans n'importe quel magasin. D'accord ? Et là, les gens les utilisent surtout dans les foires, pour agrandir des objets qui sont loin, pour voir des trucs qui sont un peu loin. Galilée utilise, donc, il a entendu parler de ces lunettes, il se procure des verres, des cartons, il met les verres dans des cartons, il ajuste la distance, il met différents verres, et puis, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il a l'idée de regarder un peu ce qui se passe dans le ciel. Et alors là, il publie un livre qui est donc Sidereus Nuncius, le messager des étoiles, publié dans l'hiver 1609-1610. Et ce livre-là, c'est presque le premier rapport scientifique, un peu comme les articles actuels, où il y a même un résumé. Son résumé est assez intéressant. Le messager céleste, révélant des spectacles grandioses et absolument admirables, et proposant à chacun, mais surtout aux philosophes et aux astronomes, de contempler ce que Galileo Galilei, gentilhomme de Florence et professeur de mathématiques à l'université de Padoue,
a observé au moyen d'une lunette qu'il venait d'inventer. Sur la face de la Lune, les innombrables étoiles fixes, la Voie lactée, les nébuleuses, mais avant tout sur 4 planètes qui tournent autour de Jupiter à des intervalles avec des périodes différentes et à une admirable vitesse, ces planètes que nul n'avait connues jusqu'à ce jour, l'auteur a été le premier à les découvrir tout récemment et il a décidé de les nommer astromédicéens. Bon, vous voyez qu'il ne manquait pas de modestie. Et en même temps, c'est vrai que ce qu'il a découvert, c'était quand même pas mal. Et il l'a tout de suite montré aux huiles de l'époque. Il popularise l'observation. Et alors, en fait, bizarrement, beaucoup, dont dans le clergé, ne croient pas à ce qu'ils voient dans l'objet, dans l'instrument, dans la lunette, parce qu'ils disent que c'est un instrument diabolique. Et donc que l'image n'est pas la vraie image. Et donc là, on commence à se confronter à, on a un instrument optique, est-ce que cet instrument change? Oui, il change évidemment ce qu'on voit, mais du coup, est-ce qu'il montre la réalité ou pas? Il montre la réalité transformée, puisque évidemment, c'est agrandi, ça passe par ces lunettes-là. Et donc, il y a une diabolisation de cet instrument qui est un petit peu faite par surtout le clergé à l'époque. Et donc, il doit faire des expériences, Galilée, il doit montrer que ce qu'il voit, c'est vraiment la réalité. Et alors Galilée, il a quelque chose qui le sauve, c'est qu'il a des talents de dessinateur très très grands. Et donc il montre la Lune, là vous voyez les différentes phases de la Lune, c'est lui qui le premier prouve que ce qu'on voit sur la Lune, et en particulier les déchirures là, que vous voyez sur ce qu'on appelle le terminateur, la limite entre la partie sombre et la partie claire, ce sont différentes altitudes. Et il montre qu'il y a des collines sur la Lune, des collines et des trous. Alors pour une sphère de cristal, ça fait un peu mauvais genre. Donc lui, il montre que ce n'est pas une sphère de cristal. Il dit que c'est une sphère qui a des aspérités, des collines et des trous qui font qu'il y a une ombre portée du Soleil sur la Lune. Il regarde dans la Voie lactée et il voit plein d'étoiles. Il ne voit plus le nuage qu'on voit à l'œil nu, il voit plein d'étoiles. Et il se dit, je vais commencer à les compter. Puis au bout de 2 nuits, il arrête parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra pas tout compter. Il voit des phases sur Vénus. Il l'appelle la petite lune, d'ailleurs. Parce que quand la Vénus tournant autour du Soleil, il y a une distance inférieure à la distance Terre-Soleil, elle est soit pleine, soit en fin croissant vers nous. Et finalement, il voit aussi, on savait qu'il y avait des taches sur le Soleil, mais lui, il les voit tourner, il mesure comme ça la période de rotation du Soleil qui dure 27 jours. Ça, c'est des dessins de Galilée, mis bout à bout, qui montrent la rotation des taches du Soleil. Bon, c'est pas tout. Galilée voit aussi Jupiter et il voit qu'il y a des étoiles autour. La deuxième nuit, il regarde encore, il voit Jupiter avec encore des étoiles. Troisième nuit, pareil, elle se dit, mais les étoiles, elles ne peuvent pas suivre Jupiter. Il y a un problème. Donc ce ne sont pas des étoiles. Et il en arrive à la conclusion, et ça il le décrit, comment il en est arrivé à cette conclusion-là dans son livre, il en arrive à la conclusion que les satellites tournent autour de Jupiter. Il y a des lunes, il appelle ça des lunes, qui tournent autour de Jupiter et qui dédient à Cosme de Médicis qui le protégeait à l'époque. Donc ce sont des lunes médicéennes. Et c'est aussi une observation qui va lui permettre d'appuyer l'héliocentrisme, parce que si des lunes tournent autour de Jupiter, eh bien alors, nous, la Lune, elle tourne autour de nous, et pas autour du Soleil, et nous, on tourne autour du Soleil. Voilà. Et comme ça, tout est plus simple. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant cette observation, ces lunes-là, autour de Jupiter, ne peuvent pas tourner autour de nous. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui appuie la théorie de l'héliocentrisme défendue par Copernic. Allez, il regarde aussi Saturne, là, il ne voit pas bien ce qu'il y a. Vous voyez, il voit 2 boules à côté, là, il voit des oreilles. C'est plus tard, plus d'un demi-siècle plus tard, que Christian Huygens comprendra que c'est des anneaux qui sont autour de Saturne. Bon, ça se termine un petit peu mal sur Galilée, mais pas à cause du Sidereus Nuncius, en fait, à cause d'un livre qui s'appelle « Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde ». Je vous recommande de le lire, c'est assez intéressant. En fait, c'est un ouvrage où Galilée met en scène 3 personnages. Il y a Salviati, le sage, qui en fait défend la théorie copernicienne, bizarrement. Il y a Simplicio, qui lui défend la théorie aristotélicienne, allez savoir pourquoi.
Et il y a Sagredo, qui est un petit peu l'arbitre entre les deux. Et donc, en fait, il se donne des arguments, il y a des thèses, des antithèses, des synthèses, comme ça, tout le long du livre, pour essayer de comprendre quel système est le bon. Et en fait, au fur et à mesure du livre, Simplicio est convaincu par les arguments de Salviati. Donc c'est un livre vraiment très intéressant sur la manière de comment il se déroule. Mais évidemment, ça n'a pas beaucoup plu ceux qui défendaient le système aristotélicien. Et en particulier, certains ont dit que Simplicio ressemblait un petit peu au pape Urbain VIII. Donc le pape qui défendait Galilée, à la fin, défendait un petit peu moins Galilée. C'est pour ça que Galilée s'est retrouvé en procès. Vous savez que les procès à l'Inquisition, on commençait par vous montrer la question, c'est-à-dire les instruments qui n'étaient pas forcément déjà agréables à voir. Alors après, quand on a touché, ça l'était encore moins, je pense. Et donc, ça impressionnait, et puis après, on se faisait questionner. Voilà, il est obligé de se défendre, de dire pourquoi il avait dit telle chose, et à la fin, il a dû abjurer. Galilée donc, a été réhabilité par l'Église, mais au passage, Giordano Bruno ne l'a toujours pas été. Jean Bruno, brûlé en 1600, n'a toujours pas été réhabilité par l'Église. Voilà, donc ça, c'est un vrai ouvrage de comparaison de deux systèmes physiques qui est intéressant à lire. Alors maintenant, j'arrive pour la première fois en France, en fait. Ça, c'est le premier observatoire moderne. C'est l'Académie royale des sciences que le roi Soleil. C'est étrange qu'il s'appelle le roi Soleil. Il ne s'appelle pas roi Terre, qui pourtant, on aurait pu croire, d'après l'Église, était au centre du monde. Là, il s'appelle le roi Soleil. Donc, en s'appelant roi Soleil, il défend en fait la théorie copernicienne. Le roi Soleil propose, pour rayonner sur le monde entier, pour que la France, et surtout lui, rayonne sur le monde entier, il faut maîtriser tout ce qui est sciences, arts, etc. Donc il propose de créer une académie royale des sciences qu'il construit loin de Paris, à ce qui s'appelle maintenant d'Enfer-Rochereau. C'est tellement loin que les académiciens ne veulent pas y aller, d'accord ? Donc les seuls qui acceptent et qui sont même contents d'y aller, ce sont les astronomes, parce qu'à cette époque, à Denfert-Rochereau, il n'y avait que des jardins de monastères, donc il n'y avait aucune lumière. Donc ils se sont dit, là on va pouvoir observer. Donc ça devient l'observatoire de Paris. En plus, à l'époque, il y avait le méridien de Paris. Donc c'est le premier observatoire moderne où on va commencer à construire des instruments d'optique à cet observatoire. Et le roi Soleil demande à Jean-Dominique Cassini, un Italien réputé, un astronome, de venir diriger l'observatoire. Il a pas mal d'argent à sa disposition, donc il fait venir différentes personnes de l'Europe, et en particulier Ole Rømer, qui va étudier les satellites de Jupiter, pas juste pour les étudier, mais en fait pour se donner, il veut essayer de trouver une horloge précise qui permettra à tous les bateaux de la flotte royale de bien connaître la longitude, et du coup de battre les Anglais. C'est ça le but. Ole Rømer, en fait, se rend compte peu à peu que les satellites de Jupiter ne peuvent pas être utilisés comme une horloge parce qu'il y a un décalage qui se fait peu à peu. Jupiter tourne en 12 ans autour du Soleil, et vous voyez que lorsque Jupiter, dans cette configuration-là, Jupiter, Terre, Soleil, là, la lumière traverse cette distance-là, entre Jupiter et la Terre, mais quand Jupiter est là, la lumière traverse toute cette distance-là, de Jupiter jusqu'à l'orbite de la Terre, plus la distance Terre-Soleil. Et donc, entre là et là, il y a un décalage qui n'est pas négligeable, puisqu'il est de l'ordre d'une dizaine de minutes. Et une dizaine de minutes, ça suffit pour que les bateaux ne repèrent plus la longitude, et donc se fracassent sur des récifs en mer. Donc ça ne marche pas pour Louis XIV. Par contre, Ole Rømer montre, grâce à ses observations, que la vitesse de la lumière est finie. Alors on ne parlait pas de photons encore à l'époque, mais nous on pourrait. Ça veut dire que les photons ont une vitesse finie. La lumière a une vitesse finie. À l'époque, la vitesse est tellement grande, 300 000 km chaque seconde, à l'époque on pensait que la vitesse de la lumière était infinie. Donc Ole Rømer, 1676, à l'Observatoire de Paris, en étudiant les satellites de Jupiter, montre que la vitesse de la lumière est finie. On se redéplace, c'est l'Angleterre, là vous reconnaissez Newton,
Peut-être que ce que vous savez moins, c'est que Newton a écrit sa première publication lorsqu'il avait 20 ans. Et ce que vous ne savez pas peut-être non plus, c'est qu'il a inventé le télescope. Il a inventé le télescope. Bon, puis au passage, il a aussi écrit un livre qu'il n'avait pas tellement envie d'écrire, en fait, parce qu'il n'aimait pas trop se mettre en avant. Il n'aimait pas argumenter avec d'autres personnes. Donc il a écrit les principes mathématiques de la philosophie naturelle, là où il décrit la gravitation. Donc ça, c'est important puisque en fait, il s'appuie sur ce qu'avait fait Kepler avec les trois lois de Kepler, et il montre qu'il y a une loi générale de gravitation qui va gérer le mouvement des planètes. Le télescope est donc là, et la mécanique céleste aussi. Le télescope est là, on peut faire des observations encore plus poussées qu'avant, même qu'avec les lunettes. Et la mécanique céleste est là, ce qui fait qu'on peut prédire les mouvements des planètes de façon précise. Eh bien, on ne va pas s'en priver. Sir William Herschel, en 1789, se construit un télescope d'un diamètre de 1,26 m avec une focale de 12 mètres. Vous voyez ici la monture. Et Herschel repère un point qui ressemble à une comète. Herschel aimait bien chercher des comètes. Il repère un point qui ressemble à une comète, et puis en calculant la trajectoire, il se dit c'est pas possible, c'est pas une comète. Et petit à petit, en parlant avec d'autres personnes, il se rend compte que c'est probablement une planète. Donc il découvre la planète Uranus. Alors c'est pas cette image-là qu'il a vue à l'époque. En 1781. Télescope inventé par Newton permet à Herschel de découvrir Uranus. Uranus, quand elle tourne, elle a un mouvement qui n'est pas complètement normal. Elle a un mouvement qui est perturbé. Et là, François Arago, directeur de l'Observatoire, donne au jeune Urbain Le Verrier la tâche de vérifier pourquoi Uranus a un mouvement bizarre. Et Le Verrier prédit au degré près la position d'une planète qui gêne, qui perturbe Uranus. Et il dit, il y a probablement une planète à cette position-là au degré près. Il envoie la position aux académiciens pour qu'ils diffusent en France et qu'ils observent. Les académiciens, ils s'en moquent, mais totalement. Ils n'y croient pas. Ils disent, son télescope, ses prédictions, elles sont probablement fausses. On ne va pas perdre du temps de télescope, observer un truc qui sûrement n'est pas là. Donc ils s'en moquent totalement. Urbain Le Verrier, qui était un peu tenace, il avait un contact en Allemagne, à Berlin. Il envoie à Johann Galleux, le soir même où elle a reçu la position, il observe et bingo, il trouve Neptune. Bravo les observateurs français. Ils ont raté une belle observation. Au passage, il y a aussi John Adams, un Anglais qui avait prédit la position de Neptune de façon complètement indépendante à Urbain Le Verrier, mais moins précisément à une vingtaine de degrés près au lieu du degré. Donc il y a une petite polémique. Les Anglais et d'ailleurs même encore maintenant, parfois essaient de dire que c'est Adams qui a trouvé Neptune. Adams lui-même a félicité Le Verrier pour avoir prédit la position bien plus précisément que ce qu'il avait fait. Donc vous voyez que là, il y a déjà une connexion entre observation et modèle. Observation au télescope et modèle avec des prédictions grâce à la mécanique céleste. Alors des fois, on se trompe. Ça, c'est une observation de Mars, faite par Schiaparelli. Et Schiaparelli observe sur Mars des formes qui ressemblent à des canali. Canali en italien, ça veut dire des chenaux ou des canaux. Il y a une ambiguïté, on ne sait pas trop, ça peut être à la fois naturel comme artificiel. Schiaparelli lui-même dit que ces canaux n'ont pas forcément été construits par des espèces intelligentes. Parfois, Schiaparelli voit des dédoublements de canaux, comme ici par exemple. Alors ça, pour que ce soit naturel, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il ne sait pas trop ce qu'il voit. Il en voit plein, mais il n'est pas sûr de ce qu'il voit. Par contre, Lowell, Percival Lowell, fin du 19e, lui, il y croit dur comme fer. Il a de l'argent, il se fait construire le plus grand observatoire de l'époque, il recrute les meilleurs astrophysiciens, astronomes de l'époque, dont Vesto Slipher, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose,
mais c'est celui qui a mesuré les décalages vers le rouge de la plupart des galaxies que va utiliser Hubble pour montrer l'expansion de l'univers. Donc c'est pas un kéké. Et qu'est-ce qu'il voit l'OL? Il voit ça. Il voit une civilisation sur la planète Mars qui a construit des canaux d'irrigation qui prennent l'eau qui se trouve sur les pôles, qui les amènent vers des villes connectées ici. Le mythe du Martien. Il prouve que l'atmosphère de Mars est suffisante pour qu'une civilisation existe. Il prouve qu'il y a de l'oxygène sur l'atmosphère. Il prouve qu'il y a une quantité d'eau suffisante. 3 choses qui sont complètement fausses, mais c'était une époque où il pouvait encore, avec son argent, construire des choses, recruter des gens. Après, la plupart des astronomes qui recrutaient partaient au bout de quelques années parce qu'ils se rendaient compte que c'était n'importe quoi. Mais il a quand même été invité par l'éditeur de Nature, une revue plutôt réputée, pour écrire ce qu'on savait de la planète Mars. Et donc ça, c'est un article de 1907 qui aujourd'hui est un article où il n'y a que des bêtises. Les dernières lunettes, ça c'est l'observatoire de Yerkes à Chicago en 1897, diamètre de 1 mètre, focale 18 mètres, 80 tonnes. Vous voyez une chaise là. Voilà, ça existe encore. Si vous allez à Chicago, allez voir l'observatoire de Yerkes. C'est un instrument qui en fait est tellement grand que rien que quand on le bouge pour pointer quelque part, il se met à trembler. Et donc pour faire des observations, il faut attendre qu'il ait fini de trembler, puis après on peut observer. Donc c'est un peu les limites du système là. Peter von Malmos hier vous a parlé un petit peu des différentes longueurs d'onde. Et vous savez que nous, on observe avec notre œil, on observe là. Et pour l'instant, je vous ai parlé que de ça. Eh bien, on a d'abord découvert des longueurs d'onde invisibles à nos yeux en infrarouge. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui l'a découvert, c'est William Herschel, le même avec son télescope qui est derrière là. Comment il a fait? Parce qu'il mesurait la température des différentes couleurs du prisme, du bleu au rouge, et puis à un moment donné, il a mis son thermomètre à côté, vers le rouge, au-delà du rouge, et il a vu qu'il y avait aussi une température. Et donc, il a découvert l'infrarouge, et il a prouvé comme ça qu'il y avait des lumières qui étaient invisibles à nos yeux. Aujourd'hui, quand on regarde avec le télescope Spitzer, par exemple, qui est un télescope qui regarde en infrarouge, si vous regardez le centre de la galaxie, voilà ce que vous voyez. Vous voyez des volutes de nuages, là, qui sont en fait beaucoup d'amas de gaz, de poussière. C'est là que se créent les étoiles. Et dans ces nuages de poussière, donc, se créent les étoiles qui vont ensuite vivre, qui vont ensuite mourir, etc. Donc c'est tout ce qui fait l'écologie de la galaxie, la vie de la galaxie. Et l'infrarouge a un avantage, c'est qu'on peut, avec le rayonnement infrarouge, traverser les poussières et voir au-delà. Donc on peut voir plus loin vers le centre de la galaxie. Visible infrarouge, ensuite on étend vers la radio. Les ondes radio sont découvertes de manière théorique par Maxwell et expérimentale par Hertz dans la deuxième moitié du 19e siècle. Là je vous montre les antennes de ALMA, qui est un radiotélescope qui se trouve sur le plateau de Charnantor à 5000 mètres au Chili. Et avec ces ondes radio, on peut percer encore plus loin vers le centre galactique. Ça, c'est un nouveau radiotélescope qui vient d'être finalisé, qui s'appelle MER4, en Afrique du Sud, et qui va être l'un des éléments d'un télescope qu'on appelle le Square Kilometer Array. C'est un nouveau radiotélescope entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et quand on regarde le centre de la galaxie, la même chose que je viens de vous montrer là, en ondes radio, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est une image qui a 15 jours, qui a été révélée il y a 15 jours. Et vous voyez donc le centre de la galaxie, vous voyez des filaments. Tous ces filaments-là, c'est de la matière qui suit les lignes de champ magnétique du centre de la galaxie. C'est une image très récente qui vous montre la complexité, les petites boules, là, les petites lignes, toutes ces complexités qui se trouvent au centre de notre galaxie. Donc maintenant, on voit le visible infrarouge, la radio. On va s'étendre vers les X et les gamma. Et ça, c'est Monsieur Röntgen qui découvre les Röntgenstrahlung, c'est-à-dire le rayonnement de Röntgen, le rayonnement qu'on appelle nous X, qui permet... Alors ça, c'est la main de sa femme qui l'a radiographié.
Donc quand on fait une radio, en fait, c'est avec les X, ce n'est pas les ondes radio. Ça, c'est la main de sa femme, ça, c'est les pieds de sa femme, et ça, c'est le sac de sa femme. Voilà, vous voyez, le sac contient surtout une clé. C'est ça, il a percé le mystère des sacs des femmes. Röntgen, ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'il a obtenu le premier prix Nobel de physique en 1901. Et donc là, on ouvre jusqu'aux X. Et même au-delà, puisqu'après c'est le même, à peu près les mêmes systèmes de rayonnement de détection. Donc on a comme ça toute la gamme de détection des différentes longueurs d'onde. Et ça, quand on observe partout, ce qu'on appelle l'astronomie multi-longueur d'onde. Ça, c'est le satellite Chandra. Et voilà de nouveau le centre galactique vu en rayons X. Et vous voyez, comme tout à l'heure, comme l'image infrarouge, comme l'image radio que je vous ai montré, les images sont très différentes, mais elles montrent beaucoup d'émissions ici vers le centre de la galaxie. Et là, ce qu'on voit surtout dans ces longueurs d'onde X, c'est des choses qui sont très chaudes, à plusieurs millions de degrés, donc des trous noirs, des étoiles à neutrons. On va maintenant plonger dans le centre de la galaxie, justement. Vous voyez ici le centre de la galaxie, là c'est notre galaxie, nous on est ici. Je plonge au centre, dans une vision multilongueur d'onde. Donc là, en optique, en radio, on retrouve les filaments qu'on voyait tout à l'heure. Là, c'est encore en radio, en infrarouge. Et là, c'est ici, dans le visible, on suit le mouvement. Ça, c'est des observations mises bout à bout, hein, ce n'est pas une animation. On suit le mouvement des étoiles au centre de notre galaxie. Le centre se trouve exactement là, ici. Et ce que vous avez vu, c'est que cette étoile-là, elle se déplace très vite, et même elle accélère quand elle arrive par là. Elle va à 9000 km par seconde, l'étoile. Nous, le Soleil, il va à 220 km par seconde. Cette étoile-là va à 9000 km par seconde quand elle passe à côté de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un trou noir. C'est un trou noir qui pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. Là, je vous montre la première simulation de ce qu'on pourrait voir d'un trou noir faite par Jean-Pierre Luminet en 1979. Et là, celle de Kip Thorne, faite pour le film Interstellar en 2015. Et nous, on a donc un trou noir au centre de notre galaxie, 4 millions de fois la masse du Soleil, et son rayon, c'est du Soleil à Mercure. Mercure tourne en 88 jours autour du Soleil, donc Mercure est très proche du Soleil. Là, vous mettez 4 millions de fois la masse du Soleil dans un rayon qui va du Soleil à Mercure. Donc c'est beaucoup de masse compactée, et ça c'est un trou noir. Et le trou noir ne fait que récupérer de la matière en plus. On ne peut pas le vider, si vous voulez. C'est comme un gros. C'est pas un trou en fait, parce que c'est plutôt un gros réservoir, et il n'est pas noir non plus, puisqu'il émet un petit peu de matière, donc, de lumière. Donc il n'est ni trou ni noir. Bon, on l'appelle quand même trou noir. Je pense qu'on en reparlera ce soir au Café Astro. Et là, je vous montre une image de simulation qu'un télescope qui s'appelle le Event Horizon Telescope, qui est en fait le rassemblement de plein de radiotélescopes sur la Terre entière. Quand on utilise tous les radiotélescopes de la Terre entière et qu'on pointe vers le centre de la galaxie, on devrait pouvoir voir l'horizon des événements du trou noir au centre de notre galaxie. Ça, c'est la simulation de ce qu'on pourrait voir dans le meilleur des cas. Et ça, c'est la simulation de ce qu'on devrait voir vraiment, en fait. C'est pas la même chose. Mais déjà, si on voit ça, ça nous donnera une indication sur le rayon exact du trou noir. Pour l'instant, on n'a que des idées de ce rayon-là, mais on n'est pas sûr. Et donc, ça serait la première fois qu'on verrait l'horizon des événements. L'horizon des événements d'un trou noir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le moment où, quand les photons passent vers le trou noir, s'ils passent l'horizon, ils ne peuvent plus ressortir. Il faudra avoir une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière pour sortir de l'horizon des événements. Et ça, c'est impossible. Donc l'horizon, c'est très important puisque c'est vraiment la frontière entre vous pouvez vous échapper et vous êtes coincé dans le trou noir. Voilà donc toutes les longueurs d'onde. Le problème, c'est qu'évidemment, l'atmosphère filtre tous ces rayons-là. Et vous voyez que nous, j'allais dire on a de la chance, mais non, c'est pour ça qu'on voit là, c'est que l'atmosphère, elle laisse passer le rayonnement visible. Vous voyez qu'elle ne laisse pas passer les UV, les X et les gamma.
Heureusement pour nous. D'accord ? Déjà, sur la plage, des fois, vous avez trop d'UV, c'est pas bon pour la peau. Il y a des petites fenêtres là en infrarouge, ce qu'on appelle les fenêtres JHK, LMN, etc. Après, ça se ferme complètement, et après, ça se rouvre en radio. Donc, vous voyez que depuis la Terre, on observe, nous, dans le visible, un peu en infrarouge et un petit peu en radio. Tout le reste, il est bloqué. Donc, comment fait-on pour observer tous les autres rayonnements qui n'arrivent pas à la surface de la Terre ? Eh bien, on utilise soit des fusées, soit des ballons, soit des avions avec un trou à l'intérieur en un télescope, soit des satellites. Évidemment, le prix va en augmentant vers la droite. D'accord ? Le plus cher étant les satellites, évidemment. Un kilo lancé, c'est à peu près 1 kilo d'or. Je ne sais pas si vous savez combien c'est 1 kilo d'or. Moi, je ne sais pas, mais c'est toujours l'image que je donne. Donc voici aujourd'hui les télescopes auxquels on a accès. Ça, c'est les télescopes européens à la CIA et à Paranal. Ça, c'est le radiotélescope dont je vous parlais tout à l'heure, ALMA, qui se trouve sur un plateau à 5000 mètres. Si vous allez au Chili, les deux télescopes-là, on peut les visiter. Celui-là, on peut visiter le camp de base, qui se trouve à 2000 mètres, 2500 mètres. Donc je vous conseille d'y aller. Ça, c'est un radiotélescope au Nouveau-Mexique. Ça, c'est un radiotélescope qui vient d'être construit, c'est ce qu'on appelle le FAST. C'est un télescope de 500 mètres qui se trouve en Chine. 500 mètres de diamètre, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. C'est beaucoup 500 mètres. Et ça, je pense que vous connaissez tous. Il n'est pas loin d'ici. C'est le pic du Midi. Donc ça, c'est les observatoires au sol dont on dispose, qui sont les grands observatoires actuels. Alors évidemment, on a aussi des satellites qui observent d'ailleurs sur toutes les longueurs d'onde. Donc là, par exemple, on a un que vous connaissez beaucoup parce qu'il y a une grosse pub qui a été faite dessus, et c'est vrai que les images sont superbes, c'est le télescope Hubble. Ça, c'est le télescope Spitzer, dont je vais montrer l'image de centre galactique en infrarouge. Ça, c'est Chandra, je vais montrer l'image centre galactique en X. Ça, c'est XMM, européen, Fermi et intégral européen aussi. Donc, on a une batterie d'observatoires qui observent différentes longueurs d'onde, une batterie de satellites qui observent différentes longueurs d'onde, et on peut comme ça étudier les différents phénomènes dans toutes les longueurs d'onde. Les gros projets actuels, il y en a plusieurs, au sol comme dans l'espace. Au sol, il y a un projet d'observatoire qui s'appelle ELT, le European Extremely Large Telescope, 38 mètres de diamètre. Vous voyez là, il y a une voiture avec quelqu'un là. 38 mètres de diamètre. Évidemment, on ne peut pas faire un miroir monobloc, donc il y aura 700 petits miroirs de 80 cm chacun, qui vont se mettre comme ça, collés les uns aux autres. Et ça, c'est le satellite JWST, James Webb Space Telescope, le successeur de Hubble, 6,50 m, qui vient de dépasser les 10 milliards de dollars au niveau du coût, qui a eu encore un retard. On devait faire des propositions en fait, avec une date limite l'année dernière, ça a été repoussé parce qu'il a un retard. Donc il sera sûrement lancé en 2020. Et donc c'est 6,50 m de diamètre, ce qui ne rentre dans aucune fusée. Donc en fait, il y a des panneaux hexagonaux. Il va se replier pour le mettre dans la fusée. On le lance. Il va aller à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L2. Là, vous voyez le système Terre-Lune. Là. Et là, il va se déployer et il va observer. Et ça, c'est un bouclier thermique qui lui permet de cacher la lumière infrarouge. Il n'observera que en infrarouge, ce télescope. Pas dans le visible. Donc James Webb Space Telescope et le ELT sont les deux gros projets phares européens, américains. Et voilà l'évolution. Alors là, il n'y a pas la lunette de Galilée, c'est les tailles des miroirs. Donc les deux dont je viens de vous parler, 6,50 m, ça paraît grand. Et bien le James Webb, il est où? Il est là. Voilà. D'accord? Le ELT dont je viens de vous parler aussi, 38 mètres, il est là. Et je vous ai parlé tout à l'heure du Yerkes, la lunette de 1 mètre. C'est grand, hein. Vous avez vu la taille là, 18 mètres de focale, elle est là. D'accord? Donc maintenant on construit ça. Voilà. Et les autres c'est différent. Hubble est là. Hubble il est assez petit aussi, hein. C'est 2,50 m de diamètre. Voilà les différentes tailles de télescopes.
Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'étoiles invitées, donc je veux quand même que je vous montre un petit peu ce que c'est que ces étoiles invitées. Alors les étoiles naissent dans de grandes nébuleuses de gaz. Ça, c'est la nébuleuse de l'Aigle, vue par Hubble. Ça, c'est un autre exemple où vous voyez une étoile qui vient naître ici et qui d'ailleurs fait son premier cri en éjectant de la matière là, qui va rentrer en collision avec le milieu interstellaire. Ensuite, les étoiles vivent pendant un temps plus ou moins long qui dépend de la masse des étoiles. Plus les étoiles sont massives, plus elles vont vivre un temps court. Donc le Soleil, lui, va vivre 10 milliards d'années, il en a déjà vécu 5. Ça, c'est le Solar Dynamics Observatory qui a imagé ce Soleil. Et vous voyez là des éruptions solaires, des protubérances, ceux qui envoient d'ailleurs des rayons cosmiques dont a parlé Peter hier, et dont il reparlera après-demain, je crois. Et finalement, les étoiles meurent, donc le Soleil va mourir comme ça, comme la nébuleuse planétaire Helix, avec une naine blanche au centre, et là de la matière qui aura été éjectée avant et pendant la mort de l'étoile. Ça, c'est une image infrarouge prise par Spitzer. Lorsque les étoiles sont plus massives, elles éjectent beaucoup de vent. Un vent très intense que vous voyez ici. Ça, c'est pas une vue d'artiste. En fait, je ne vous ai montré aucune vue d'artiste. Tout ça, c'est des vraies images. Ça, c'est une étoile qui est en train de vivre sa vie normale, sauf que c'est une étoile qui fait 100 fois la masse du Soleil. Et donc, elle a un vent énorme. C'est état de la carène. En fait, on ne sait pas si c'est une étoile ou si c'est 2 étoiles qui se tournent autour. C'est probablement 2 étoiles. Mais donc, il y a ce vent qui est énorme. Évidemment, il n'y a pas de planète à côté. C'est impossible. On ne pourrait pas survivre. C'est une image Hubble. Donc, celle-là va bientôt exploser. C'est peut-être la prochaine supernova qui pourrait, du coup, former une étoile à neutrons au centre, une étoile très compacte. Ou peut-être, à ce moment-là, on ne verrait pas de supernova, former un trou noir. Et donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on voit aujourd'hui de ce qu'ont vu les Chinois il y a longtemps. Il y a 1000 ans, vous vous souvenez, je vous ai dit en 1006, la première étoile invitée, quand on pointe le télescope dessus, en rayons X, aujourd'hui, voilà ce qu'on voit. Les restes de la déflagration de l'étoile. Ça, c'est celle qui a été vue en 1006 par les Chinois, qui est restée brillante pendant 2 ans. C'était l'explosion, la supernova, l'explosion de l'étoile. Et voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est une autre, celle vue par Tycho Brahe en 1572. Quand on pointe aujourd'hui un télescope en X, voilà ce qu'on voit. Plein de volutes de l'étoile, toutes les couches extérieures de l'étoile qui partent dans l'espace, dans le milieu interstellaire. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi il y a du son, parce que dans l'espace, personne ne vous entend crier, vous savez. Ça, c'est là, par contre, c'est une animation de ce qui s'est passé en 1054, ce qu'ont vu les Chinois, la deuxième étoile invitée vue par les Chinois. Et ça, c'est ce que vous voyez maintenant. Si vous allez à la ferme aux étoiles et que vous restez assez tard, vous verrez dans le taureau, le premier objet du catalogue Messier, eh bien, c'est ce qui résulte de cette explosion de supernova. Si vous la regardez maintenant avec des télescopes assez puissants, voilà ce que vous voyez. Vous devinez même une petite toupie là. C'est parce qu'il y a un objet, un pulsar, qui tourne très vite au centre. Donc ça, c'est la supernova 1054. Et je vais même vous montrer, là, ce n'est pas une animation, c'est des vrais films acquis avec des télescopes. En rayons X avec Chandra et dans le visible avec Hubble, et là, vous voyez la toupie dont je viens de vous parler, avec des éjections de matière qui se font à des vitesses relativistes. L'étoile à neutrons, le pulsar, il est là. Et donc ça tourne tout autour. C'est un environnement très très énergétique. Il vaut mieux pas se trouver à côté en fait. Ce qu'on appelle un plérion, c'est du gaz qui est excité par tout le champ magnétique, toutes les particules qui sont envoyées par le pulsar ici. Et la dernière supernova qu'on a vue, mais pas dans notre galaxie, mais juste à côté, dont Peter vous a parlé hier, c'est SN 1987A. Donc ça s'est produit il y a une trentaine d'années. Et si vous regardez maintenant avec un télescope, vous voyez cette jolie forme ici, qui intrigue beaucoup les astronomes. On a l'impression de voir 3 anneaux superposés.
Et ça, c'est le modèle de ce qui pourrait se passer. En fait, ce qu'on pense, c'est que l'étoile envoyait déjà de la matière avant d'exploser. Et quand elle a explosé, elle a envoyé encore plus de matière, qui a rattrapé la matière qui avait été éjectée avant, et qui est rentrée en collision. Et cet anneau-là, c'est la collision entre la matière qui avait été envoyée avant et la matière éjectée lors de l'explosion, qui va plus vite et qui donc rattrape la matière. Donc ce que vous voyez ici, c'est une onde de choc de cette explosion. Ça a été vu en 1987 dans l'hémisphère sud, et c'était dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie qui est assez proche, à 180 000 années-lumière de notre galaxie. J'ai 5 petites minutes encore. Donc du coup, je vais faire un petit interlude spatio-temporel avant de terminer. Quand deux trous noirs se rencontrent, ils fusionnent et vont donner naissance à un trou noir, et ça, on l'a détecté avec deux interféromètres, LIGO Hanford et LIGO Livingstone. Ce que vous entendez là, c'est la fusion de ces deux trous noirs. C'est l'augmentation de fréquence, les trous noirs qui se tournent autour de plus en plus vite, et à la fin ils fusionnent. L'espace-temps, il est déformé de la taille d'un atome, un atome sur la distance Terre-Soleil. C'est-à-dire que la distance Terre-Soleil s'y rétrécit d'un atome, la taille d'un atome. D'un noyau atomique sur le diamètre de la Terre, et de 1/10 millième de la taille du proton sur la taille de cet interféromètre, qui fait 4 km de longueur. Ça, c'est quand deux trous noirs se rencontrent, ça donne un trou noir. Quand deux étoiles à neutrons se rencontrent, elles fusionnent, et là, ça donne naissance à probablement un trou noir, mais on n'en est pas sûr. Ça peut aussi être une étoile à neutrons très massive. Et là, je ne vais pas en dire plus, juste pour vous dire que ces phénomènes-là, on les a observés avec toutes les ondes de l'astronomie multilongueur d'onde, depuis les rayons gamma jusqu'à la radio, et aussi en ondes gravitationnelles. Donc ça, je ne vais pas en dire plus. Par contre, je vais beaucoup le détailler, et je fais un court fil rouge mercredi après-midi sur justement les binaires d'étoiles qui se rencontrent à la fin et donnent naissance à des ondes gravitationnelles. Donc voilà, on commence une nouvelle ère. Je vous ai parlé, là, dans cet exposé, surtout de l'astronomie multilongueur d'onde, des gamma jusqu'à la radio. Demain, Peter vous parlera des rayons cosmiques. Ça, ce sont les expériences qu'on a actuellement pour observer dans ces différents messagers. C'est pas demain. Après-demain, mercredi, Peter vous parle des rayons cosmiques. Fabian Schussler vous parle jeudi des neutrinos. Et finalement, Alexandre Letiec vous parle vendredi des ondes gravitationnelles. Donc comme ça, vous aurez une vision complète. Et bien sûr, je n'allais pas oublier Brigitte Zanda qui parle demain des météorites, qui est aussi un messager, et alors là, qui est même un messager idéal, puisque c'est un caillou qui nous tombe dessus et qu'on peut analyser. Et juste pour terminer, puisque je vois que Bruno n'est pas encore levé, j'en profite, je vous parlais rapidement d'un événement qu'on vient de détecter. Donc Peter a brièvement parlé aussi hier, mais ça prouve que c'est un événement important, qu'on appelle TX 0506 plus 056, vu par un observatoire qu'on appelle IceCube, qui détecte les neutrinos. Et alors, bizarrement, ces observatoires-là, au lieu de regarder vers le ciel, ils regardent vers le sol. Parce que si vous avez suivi la conférence de Peter hier, eh bien, les neutrinos qui partent d'une source astrophysique, ils interagissent très peu. Donc ce qu'on veut, c'est qu'ils interagissent avec toute la matière qui est dans la Terre, et là, ils font des muons, et nous, ce qu'on détecte, c'est les muons. Et pour ça, il faut qu'ils arrivent par en dessous. Donc ça se trouve en Antarctique. Et ça observe tout ce qu'il y a dans le ciel du Nord. Eh bien, en septembre de l'année dernière, on a détecté un neutrino de très haute énergie, qui a été vu dans des photomultiplicateurs qui se trouvent enterrés sous la glace. Ce neutrino de très haute énergie, vous voyez ici tous les photomultiplicateurs qui l'ont vu. La station, elle est là. Les photomultiplicateurs, ils sont en dessous, 2 km sous la glace. D'où vient ce neutrino? D'une galaxie
de la matière qui tourne autour du trou noir central d'une galaxie. Vous voyez le neutrino ici. Et si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire, vous voyez que cette image du communiqué de presse est fausse. Je vous ai dit, le télescope neutrino, il est en Antarctique. Et il regarde où? En dessous. Donc il ne regarde que par là. Donc la Terre, elle devrait être à l'envers, là. Et de toute façon, c'est évident, puisque, vous l'avez vu tout de suite, c'est plus 0,56. Donc c'est une latitude positive, donc c'est dans le nord. Donc il ne va pas regarder dans le sud, quelque chose qui est dans le nord. Voilà, donc ça c'est un communiqué de presse, CEA, CNRS, tout ça. Et ça, donc ce neutrino, il vient du centre. Là, vous voyez le blazar, le centre du blazar, c'est un trou noir de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Hein. Nous, au centre de notre galaxie, c'est plusieurs millions. Là, c'est plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Il y a de la matière qui tourne autour d'un trou noir, et là, il y a un neutrino qui provient de là et qui a fait un voyage de plusieurs millions d'années pour venir jusqu'à nous, plusieurs dizaines de millions. Et donc, pour terminer, là, je vous mets un petit florilège de télescopes en astronomie multilongueur d'onde, mais aussi en neutrinos et aussi en gravitationnel. Évidemment, aujourd'hui, on attend la prochaine supernova, le prochain effondrement d'étoiles qui va être vu avec tout ça. Et évidemment, moi, je serai là aussi en regardant avec les télescopes du VLT. Pour l'instant, je vous répète, ça fait 4 siècles qu'on n'a pas vu de supernova dans notre galaxie et on s'attend à en voir 1 ou 2 par siècle. Donc quand elle va arriver, on aura tous envie de la voir. Et évidemment, elle arrivera au bon moment parce qu'aujourd'hui, on a plein d'instruments pour la regarder dans différentes longueurs d'onde, en neutrinos, en rayons cosmiques et en ondes gravitationnelles. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.